Des créateurs d'ici et d'ailleurs, écrivains, musiciens, cinéastes et plus encore, nous partagent leurs œuvres dans un esprit d'échange interculturel et de convivialité. Nous naviguerons à travers les imaginaires, au-delà des frontières et des différences. Bienvenue au podcast Des idées et des ailes. Mon nom est Mourad Benzidane, votre animateur du podcast Des idées et des ailes pour échanger sur des sujets culturels d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous rendons un hommage à l'écrivain Feu Salah Ben Abed. Nous allons vous faire découvrir la littérature de cet auteur prolifique qui a publié les 5 titres suivants parus aux éditions de la Pleine Lune à Montréal et j'ai nommé La valise grise, De quelques défauts qui font les humains, Ô combien de marins, combien de capitaines et finalement Le dernier refuge. D'ailleurs, dans ce qui suit, je vous lis un extrait du prologue du roman Notes d'une musique ancienne. Le temps bouillonne et s'efface, mais ses apparitions nous font mesurer son avance, meuble sa trajectoire en nous accompagnant vers notre propre oubli. Car le temps qui passe alourdit la mémoire, puis l'amène à se perdre, et s'il s'écoule dans le lit de l'exil, nous prive de parents, d'amis, de liens et de lieux. Pour lutter contre l'oubli, cette solitude de l'absence, et préserver de l'inutilité quelques-uns de nos jours anciens, il nous faut plonger dans son cours et le remonter jusqu'à faire ressurgir à sa surface assagie quelques êtres humains qui, sauvés de la noyade inéluctable, continueront à nous accompagner. Notre temps passé aura ainsi servi. Nos pensées vont à la famille de Salah Ben Abed, ici à Montréal et dans son pays d'origine en Algérie. Bienvenue à vous à notre premier podcast, notre premier épisode culturel mensuel que nous émettons à partir de Montréal. Au programme, nous consacrons la thématique du mois de mai à la littérature de l'exil de Salah Ben Abed. Pour ce premier épisode, je vous réserve une discussion avec Marie-Madeleine Raoul, directrice des éditions de la Pleine Lune. Bonjour Marie-Madeleine. Bonjour. Kamel Nouès, un ami de l'auteur de longue date. Bonjour Kamel. Bonjour. Très bien. Dans la deuxième partie qui va suivre, plus tard, nous vous présenterons l'entrevue enregistrée depuis l'Algérie avec Lina Benjelloul, professeure de littérature française à l'université de Sétif en Algérie, et également professeur Gilles Cloutier, expert international dans l'ingénierie financière et à son actif des activités de philanthropie. Un ami de longue date de l'auteur Salah Ben Abed. Avant de commencer la discussion avec nos invités, permettez-moi de rappeler la biographie de l'écrivain Salah Ben Abed. Je vous préviens, cela va durer un peu lent, mais c'est nécessaire vu le parcours de cet auteur. Né en 1950 dans la ville de Mila, dans l'est d'Algérie, enfant, il a été témoin des affres de la guerre d'Algérie. À l'indépendance du pays en 1962, sa famille s'installe à Alger. Son père mènera une carrière d'avocat du barreau d'Alger et il jouera un rôle important dans l'imaginaire littéraire du futur écrivain, au même titre que sa mère pour laquelle il voue une grande considération. Il grandit en compagnie de ses 2 sœurs, l'aînée est la première juge femme de l'Algérie indépendante, l'autre suivra ses traces comme écrivaine. Des études en architecture le mèneront à une carrière réussie qui culminera avec l'obtention d'un prix international qu'il reçoit à Londres, en Angleterre. Par la suite, il enseigne à l'école d'architecture polytechnique et d'urbanisme à l'EPO d'Al-Harrach dans l'est d'Alger. À 44 ans, durant la décennie noire qu'a connue l'Algérie, il émigre au Québec et s'installe à Montréal durant 28 ans. À compter 2023, il coécrit un livre de poèmes intitulé « Quand la terre tremble ». Par la suite, en participant au Festival du monde arabe de Montréal, il monte un spectacle autour du personnage d'Abou Nouès, le poète de la transgression ayant vécu à Bagdad au 8e siècle. Ses premières nouvelles paraissent dans les revues montréalaises Virage et Conjoncture. Parmi ces nouvelles, certaines feront partie du recueil La valise grise qu'il publie en 2006 chez les éditions de la Pleine Lune.
En 2007, il enchaîne avec un roman, Notes d'une musique ancienne. En 2009, il publie un second recueil de nouvelles de quelques défauts qui font les humains. En 2009, la Fondation Club Avenir de Montréal lui rend un vif hommage en lui décernant le prix de la contribution artistique hors du commun. En 2010, un second roman, Ô combien de marins, combien de capitaines. Finalement, en 2011, un troisième roman, Le dernier refuge. À la suite d'une longue maladie, il décède à Montréal le 6 juin 2022, paix à son âme. Les critiques littéraires Najib Redouane et Yvette Benayoun-Schmidt ont écrit à son sujet: son écriture profondément humaine continuera à travers ses livres de jeter des pans entre les cultures algériennes et québécoises et d'exprimer l'appartenance de tous et toutes à une commune humanité. En fait, Salah Ben Labed figure parmi les incontournables se démarquant depuis plusieurs années dans le paysage littéraire de la diaspora algérienne au Québec. Donc, je viens de dénombrer 5 titres parus entre 2006 à 2011 aux éditions de La Pleine Lune, dont la directrice, Mme Marie-Madeleine Raoul, est présente parmi nous. Encore une fois, bienvenue à vous. Une première question. Votre maison d'édition fêtera ses 50 ans l'an prochain. À votre catalogue, 235 titres de livres et 160 auteurs et autrices. Vous vous donnez une mission de contribuer au développement de la diversité culturelle et littéraire à Montréal. Racontez-nous votre première rencontre avec Salah. Ouais, la première rencontre, en fait, ça date de 2005. Oui, son livre La valise grise est sorti en 2006. Alors, c'est une amie de Salah que j'avais rencontrée dans une conférence sur la Palestine et qui me dit j'ai un ami qui écrit des nouvelles et tout ça, peut-être je vais lui dire de t'envoyer son recueil ou un projet de manuscrit. Alors je dis ben oui. Et c'est comme ça que je reçois donc le manuscrit de Salah Ben Labed par courriel. Je le lis assez rapidement. Dès les premières pages, je vois en fait l'écriture. C'est vraiment un écrivain accompli déjà à ce moment-là, avec tout son lyrisme, sa précision, son approche de ses personnages, sa grande humanité aussi. Donc, c'est comme ça qu'on se rencontre. Alors, il vient à la maison d'édition et puis on discute. Je lui présente un peu comment j'avais reçu son recueil. Et puis, c'est à partir de là qu'a commencé un travail, je dirais, d'accompagnement, un travail au niveau de l'édition avec mes commentaires qui repris et tout ça. Et ça a duré jusqu'à la fin. Il y a eu plusieurs va-et-vient. On avait une habitude, c'est que tous les vendredis, après son travail, Salah venait prendre un café à la pleine lune. Et là, on discutait à la fois des projets sur lesquels il travaillait, ses manuscrits. Il m'envoyait des extraits. On discutait de ça et de toute autre chose aussi, un peu de ce qui se passait, de la politique, en fait, de ce qui arrivait aussi plus proche de chacun de nous, de nos familles, tout ça. Donc, c'est à la fois une amitié, une complicité. Et vraiment, ça a été des moments aussi très agréables. On parlait de nos lectures aussi, de plein de choses, quoi. Est-ce que c'était le premier auteur d'origine algérienne que vous rencontrez? Oui, c'est le premier auteur. Et ce qui m'a frappé chez lui, justement, on parle de diversité culturelle, mais ce qui est frappant chez lui, c'est plutôt
c'était un peu aussi la façon dont je percevais le phénomène quoi, de la diversité. C'est plutôt de parler de notre commune humanité, de vraiment, à travers toutes les teintes que chaque culture apporte à l'humanité, mais il reste que la base de tout, c'est quand même notre humanité commune. Et c'est peut-être cette approche qu'il privilégiait aussi de voir dans chaque être humain et même de voir justement à travers même la spécificité d'une culture que c'est quand on est ancré aussi dans sa culture qu'on rejoint le plus l'humanité et puis la curiosité d'aller vers les autres et de ne pas se sentir exclu ou mis à part parce que dans le fond on fait partie d'une même humanité. C'était sa grandeur, je pense aussi, sa perception de... Très bien. Ouais. Je reviendrai tout à l'heure. Donc, ça, c'est votre rencontre quand il vous a présenté son manuscrit La valise grise. Par la suite, je vais revenir avec une question concernant le second volume, donc Notes de musique ancienne, donc une année après. Avant cela, je vais juste, comment dirais-je, présenter notre second invité, Monsieur Kamel Nouess. Donc, professionnellement, vous avez occupé plusieurs hautes fonctions en Algérie, dans de grandes entreprises en informatique. À Montréal, vous avez été directeur en cybersécurité pendant plus de 13 ans, donc chez Deloitte et Touche. Finalement, vous avez créé votre propre entreprise durant 5 ans avant de prendre votre retraite. Monsieur Nouess, vous avez connu Salah Ben Abed et partagé avec lui l'écriture et la poésie. Quels souvenirs gardez-vous de lui? Salah était un ami, avant tout un ami. Et puis on partageait effectivement, à travers des réunions informelles qu'on faisait dans une espèce de café qui s'appelait Olivieri à l'époque. On se rencontrait souvent dans ce café-là et on parlait un peu de nous, j'allais dire de poésie, de culture, de politique, et de, comme elle disait Madame Marie-Madeleine, on parlait de tout. Et c'est sûr que nos amitiés se sont renforcées à travers cette discussion qui a duré pendant plus de 7-8 ans. Tous les samedis, on se voyait, on se rencontrait, puis on avait un groupe d'amis et on élargissait notre cercle tranquillement, je veux dire, sans faire exprès, sans rien de formel. C'est toujours dans l'informel, ces choses-là. Il y avait quand même des gens qui étaient tout le temps là, je veux dire, des gens qui étaient habitués, puis il y avait des gens qui gravitaient autour. Puis je dirais, il y avait des juges, il y avait entre autres un autre compagnon qui s'appelle Gilles Cloutier, qui était professeur à l'université de l'UQAM, qui venait nous rejoindre aussi. Puis, disons, ça nous permettait de parler ensemble. Salah était une personne très sensible, je veux dire, une personne humaine, comme on dit, très, très humaine, et puis rassembleur aussi. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui pouvait, juste par sa présence, inclure beaucoup de monde à l'intérieur. Et puis, il n'y avait pas d'exclusion. Quand on discutait avec Salah, on était présent dans ce Québec qui était devenu nôtre, quoi. Où il n'y avait pas d'exclusion avec les gens. Donc, il y avait des gens de diverses origines qui étaient tous là. On se rencontrait, puis on se parlait, puis c'était merveilleux, quoi. On voyait, nous, à travers ça, une forme, j'allais dire, un Québec qui était un rassembleur. Je veux dire, c'était un peu la première fois qu'on avait l'impression qu'on était dans un pays. Parce que les gens qui sont partis par la France, etc., on n'a pas ce même sentiment. Alors que quand on est au Québec, on sent qu'il y a, je veux dire, une vraie diversité, c'est-à-dire complémentaire, pas exclusive, pas séparatrice. Donc. Et ça, c'était merveilleux. Il faut dire aussi que Salah, c'est dans son exil, parce qu'on est tous des exilés. Hein. Je dirais, à un moment, là, quand on dit exilé, ça veut dire que vous vivez deux choses. Vous vivez une mémoire qui est toujours là, qu'on appelle culture. Je veux dire, c'est votre culture profonde. Je veux dire, et puis, vous avez une autre réalité qui est là, et puis vous êtes à cheval sur les deux. Je me souviens que Salah, quand il a eu un premier petit-fils ici au Québec, il a été comme
comme rattaché, c'est-à-dire qu'il y avait un lien qui était très fort, qui était son fils, son petit-fils, qui était venu, j'allais dire, pour rattacher deux nations, deux cultures différentes qui s'étaient rattachées ensemble. Et puis c'était, je pense, il l'avait souvent exprimé comme ça, et je trouve ça merveilleux. C'est-à-dire, en dehors de ça, Salah, moi j'ai vécu un peu la période où il commençait à être pas bien, disons, à perdre un peu la mémoire, parce qu'il avait été... et même pendant ces périodes-là, il était d'une imagination extraordinaire. Je veux dire, c'était toujours un plaisir de le rencontrer, malgré son handicap de malade, qui ne se souvenait pas de certaines choses et tout. C'était magnifique. Ce qu'il se souvenait, c'est une des phrases qui m'avait beaucoup touché à l'époque. Il disait, tu sais, l'Alzheimer, il avait cette foutue maladie avant qu'il parte. Il disait, le problème, c'est pas d'oublier, c'est qu'on nous oublie. Disons, et là, c'est un petit truc qu'on dit aux gens, c'est quand on a des gens comme ça, allez les voir. C'est important de les voir et c'est important de les accompagner. Voilà, en gros. Merci Kamal Nouass, c'est très touchant comme témoignage. Je reviens donc à vous, Marie-Madeleine, concernant donc le second titre donc, que Salah vous remet, une année après La valise grise. Je rappelle que La valise grise, ça a été un recueil de 13 nouvelles et que Notes d'une musique ancienne, c'est plutôt un roman. Donc, comment a été la réception du manuscrit de Notes d'une musique ancienne? Tout de suite, j'ai vu la force de ce roman. D'abord, Salah avait une écriture magnifique, évocatrice, pleine de précision. Et dans son roman, Notes d'une musique ancienne, c'est en fait sur l'exil, justement, dont on parlait, l'exil. Son personnage se retrouve, et il a été capable aussi, et c'est la marque d'un écrivain, c'est pas son histoire. C'est pas non plus une histoire complètement éloignée de ce qu'il a vécu, mais justement, l'écrivain, c'est celui qui est capable de prendre suffisamment de recul pour à la fois nous donner sa vision personnelle, mais de rester dans le fond... quand même que son personnage reste à distance de lui. Entre autres, par exemple, quelque chose qui m'avait frappé quand on s'est parlé, c'est que je vous parlais de son épouse, Laïla, et vous m'avez dit, mais elle est décédée dans Notes d'une musique ancienne. Mais justement, elle n'est pas décédée, mais c'est pour garder justement une distance, pour pas tomber dans l'histoire juste de sa vie comme témoignage. C'est pas ça du tout. Là, il y a une création. Son personnage est un journaliste. Il arrive ici, il avait une réputation en Algérie, et ici, il est personne. D'ailleurs, il l'appelle personne. Et il se met dans le fond, il a des petits reportages vraiment mineurs à faire, qu'on lui laisse, mais il se met à rencontrer d'autres immigrants, des gens de Pologne, des gens d'Ukraine. Et là, il y a cette espèce de fraternité. Et parallèlement, dans son roman, il retourne en Algérie. Et ça, c'est aussi une marque de toutes les personnes qui ont quitté leur pays. Peut-être que je suis assez sensible à ça parce que je suis d'origine française. Je suis arrivée ici, j'étais très jeune avec mes parents qui ont immigré, mais j'ai vu mes parents qui, dans le fond, s'imaginent que la France ou la Bretagne était restée comme celle qu'ils avaient connue quand ils avaient
je sais pas, enfant ou un peu plus tard. Et là, son personnage qui retourne en Algérie s'aperçoit que c'est plus, il est changé, il est plus le même. Donc c'est tout ça aussi, d'approcher l'exil en montrant comment il y a une perte à la fois de ce qu'on a cru qui existait, qui n'existe plus, et que nous-mêmes aussi, on a évolué. Et il y a sa fille. Sa fille, il se rend compte que sa fille, elle est chez elle ici complètement. Alors, il est un peu un peu décalé de tout ça. Je trouve que c'est un des livres que j'ai lus les plus réussis sur justement ce que c'est que l'exil dans la vie quotidienne, et c'est raconté avec une langue, un lyrisme, c'est très très beau. Et aussi dans sa langue, quand il écrit évidemment en français qu'il maîtrise, c'est une langue, mais on sent aussi, je lui disais ça, on sent aussi le côté arabe. Le côté arabe dans sa façon de construire ses phrases. C'est écrit en français, mais on sent cette espèce de musicalité-là qui donne une teinte très, très particulière à tous ses écrits. Et c'est comme aussi Beckett, qui était irlandais, il écrivait en français, mais on sent dans sa langue qu'il y a quelque chose d'une autre langue, ou Duras aussi, qu'on sent qu'elle apporte quelque chose du Vietnam quand elle écrit en français. Alors ça, je trouve que c'est un enrichissement à la fois de la langue, parce que c'est ajouter une sensibilité, une façon d'exprimer les émotions, les images, les métaphores. Il y a toute une richesse. On sent encore dans ces livres là, comme la chaleur du soleil, le sable, l'odeur. Très intéressant, très intéressant. Justement, à propos du style littéraire de Salah Ben Abed, Lina Benjelloul, qui est professeure en littérature francophone et française à l'Université de Sétif, lors de l'entretien que j'ai eu avec elle et qu'on va diffuser plus tard, parle d'un style autofictionnel. C'est-à-dire qu'il fait de sa biographie une œuvre. Les personnages, il l'annonce d'ailleurs, que ce soit dans la valise grise ou dans Note d'une musique ancienne, que tous ces personnages sont authentiques, et que lui, par la suite, il va romancer, il va broder autour de ces personnages. Le cadre, la structure, elle est authentique, puisqu'il parle de son Algérie natale, qui a vécu la colonisation française et qui va vivre plus tard, dans les années 90, une seconde guerre larvée qu'on a appelée la décennie noire. Donc, il réécrit aussi donc ces histoires. Il n'y a pas de parti pris, donc il reste, que ce soit dans ce qu'il raconte, dans des histoires qui se sont passées durant la colonisation française, il reste un témoin, mais d'une probité irréprochable. Voilà, donc Lina Benjelloul nous livre une belle analyse que malheureusement je ne peux pas vous faire écouter là, mais qu'on pourra écouter à un moment donné. Il y a un témoignage aussi de Suzanne Giguère du journal Le Devoir, du journal Le Devoir, qui signale que l'auteur tresse avec art les fils de la mémoire dans un long monologue qui se révèle d'une profonde introspection. L'ancestrale tradition poétique orale sous-jacente, sous forme littéraire, si riche au Maghreb, permet la distorsion de la langue et autorise la création d'une nouvelle expression, naviguant librement entre la culture d'origine et celle du pays d'accueil. Kamel, qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage de Madame Giguère? C'est clair que c'est parler de littérature avec Salah, c'est-à-dire discuter avec Salah. C'est vraiment, quand on parle de personnes à l'intérieur, parce que moi je connais l'humain qui est derrière toute cette histoire-là. Je ne suis pas un littéraire, donc c'est pas mon... Je ne sais pas dire des mots sur la littérature ou sur les mots qui sont, mais derrière, il y a une
une humanité profonde qui est partout, qui est tout le temps réelle, qui est tout le temps derrière. Et puis, ce qui fait l'authenticité de ces personnes, c'est que lui est une personne authentique. C'est-à-dire que quand il parle, quand on parle avec lui, il est entier. Je veux dire, c'est pas... Tu sais, on raconte des histoires comme tous les Algériens qui se retrouvent, etc. Mais je veux dire, il y a toujours un fond qui est profondément humain et qui ressort dans ces histoires. Il y a aussi l'exil. L'exil est important dans cette... Je suis peut-être un peu en porte-à-faux avec ce que dit Mme Giguère, mais j'apporte ma propre réponse à certains propos à propos de Salah. C'était que cet exil, il le vivait d'une manière extraordinaire. Et puis j'avais sélectionné quelques petits... de la poésie aussi qu'il faisait, parce que c'était comme ça qu'il avait démarré au début. Il avait écrit un ensemble de poésie parce qu'il les vivait, il avait besoin de s'exprimer. Et comme disait Marie-Madeleine, il avait l'art de broder des mots entre eux, pas pour en faire quelque chose, de beau en soi, non, mais d'exprimer quelque chose de beau à l'intérieur. Je veux dire, c'est toute la différence quand on lit Salah, quand on parle avec Salah, c'est la même personne. Je veux dire, ce qu'il écrit, ce qu'il est, c'est la même chose. Et ce sentiment-là, il est vraiment profond. Quand il parle d'exil, par exemple, et quand il parle de colonialisme, par exemple, comment on appelle ça? Il est intransigeant. Je veux dire, c'est un écorché vif, ça, là. C'est pas un personnage comme on en connaît. Je veux dire, lui, quand il regarde quelque chose, juste quand il regarde quelque chose, il ne la voit pas avec les mêmes yeux que nous. Il la voit d'une certaine profondeur de tout ce qui est derrière comme culture, etc. Et puis c'est ça qui est important chez... Je ne sais pas si je réponds à la question de Giguère. Est-ce que, juste pour reprendre un peu ce que tu viens de dire, je lirais peut-être cette observation d'un critique qui disait au sujet de Salah, dès la valise grise, il disait, Christian Demel dans Le Devoir, avec sensibilité, c'est ce chemin délicat de la mémoire et du déchirement qu'explore Salah Belabed, un écrivain aux phrases mûries, fin observateur des faillites humaines. Oui, je pense qu'il était entier. C'est vrai aussi de dire que ces personnages, ce qu'on dit de lui, c'est tout à fait vrai. Mais son talent, ça a été d'être capable de ne pas se projeter en avant, de ne pas dire c'est moi qui ai vécu ci, c'est moi qui ai vécu ça, ce sont ces personnages. Et à qui il rend justice. Justement, on va dire qu'il convoque donc, plusieurs personnages, ça se compte par dizaines, mais il leur rend justice, il leur donne un rôle donc, dans ces écritures, pour qu'ils puissent à eux aussi témoigner de ce qui s'est passé en parlant de la période coloniale ou de la période des années 90, qui sont ces deux périodes-là qui l'ont marqué de façon particulière et qui vont travailler, je dirais, qui vont travailler de l'intérieur pour justement produire ce qu'il a pu produire. C'est quand même quelque chose qu'un auteur qui n'était pas du tout destiné à la littérature, il est architecte de formation et de métier. Il se retrouve donc à nous léguer 5 titres. Merci les éditions de la Pleine Lune, merci Marie-Madeleine. C'est un honneur. D'avoir été au rendez-vous, de recevoir les manuscrits de Salah Belabed et de les publier. C'est quelqu'un, comme disait Kamel, qui était authentique et très chargé déjà depuis son départ d'Algérie et son exil qui va essayer, donc il va faire des efforts, lui, sa famille, pour réussir leur installation, leur intégration, leur inclusion, mais n'empêche que il y a toujours
un passé lointain ou récent qui vient le chercher. Et c'est ça, en fait, qui va générer et qui va être le moteur des œuvres qu'il nous lègue aujourd'hui. C'est ça, c'est toute sa mémoire. En fait, c'est la mémoire qui fait qu'il nous donne ça. Et je trouve que même, ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être le dernier ouvrage qu'il a écrit pour venir sur le dernier refuge, déjà, le refuge de la mémoire, l'oubli, c'est des marqueurs dans son œuvre, et bien, c'est la première fois qu'il s'installe lui-même dans le récit en interpellant son personnage. C'est la première fois dans le dernier refuge où on voit où il s'adresse, au je, il parle à l'autre en disant tu. Donc c'est quand même un chemin fabuleux que cet auteur, avec 5 livres, soit arrivé à jouer comme ça avec la perspective de prendre la parole. Exactement, oui, le second... oui, Kamal, je voulais juste revenir sur 2 choses. D'abord, pour le dernier refuge, juste un petit... quand il m'avait fait un petit passage, c'est sur le coup. Il dit à Kamal, parce que notre dernier refuge est celui de l'amitié. Donc ça, c'est un peu... oui. Et puis, je voulais aussi... J'avais choisi un petit... juste pour expliquer tout le problème de l'exil et toute la problématique qu'il vivait en lui, j'avais choisi un petit passage de poésie qu'il avait fait à l'époque, que je trouve merveilleux. Je ne sais pas si je vais bien le lire, mais je vais essayer. Oui, je vivais dans cette saleté qu'un célèbre club de mer vous fait payer très cher pour aller regarder. J'avais moi aussi une raison. J'avais une petite maison, j'avais un nid, un tas d'amis, j'avais une rue et des voisins. Il y avait des figues et du raisin, c'est vrai. Il y avait pas de pain tous les jours, mais je connaissais l'amour. J'avais un père et une mère, mais la misère. Puis il dit, vous m'avez montré l'Amérique et vous m'avez expliqué le fric. Vous m'avez dit le paradis. Vous m'avez dit, et toi, pardi. Et quand j'ai ouvert la fontaine, j'ai vu couler toute ma peine. J'ai découvert le fond de vos âmes. J'en suis resté tout retourné. Mais qui est donc votre sorcier? Donc, voilà. Super, merci. Qui est passage que j'avais, oui. C'est ce que j'ai récolté de mon ami Salah. Là. Voilà. Son humour aussi. Alors ça aussi, c'est un humour très arabe aussi. Hein? Avec un peu pince sans rire et une dérision et une complicité. Jamais quelque chose d'aigre ou de... Il y a quelque chose que les gens peut-être même qui sont pas vraiment, qui connaissent pas la culture profonde de l'Algérie, je dirais pas arabe, j'en sais rien, mais c'est... il avait beaucoup de phrases qui étaient du style, qui sortaient vraiment de nos adages populaires. Par exemple, il ne reste dans le wet que s'égaler. C'est-à-dire, il en avait plein comme ça, on ne peut pas comprendre si on ne sait pas qu'en fait, c'est... tu vois, donc, il en avait beaucoup et ça donnait une teinte différente, c'est-à-dire qu'on se retrouvait là-dedans et puis ça permettait aussi aux gens d'apprécier toute une autre culture qui était derrière. Il la fournissait aux gens. Il n'était jamais détenteur de rien. Hein. Je veux dire, c'est ça qui est terrible avec Salah. Il prodiguait ces choses aux gens, mais jamais il s'accaparait ou il y avait lui dedans. Quand il a parlé de l'émir Abdelkader, par exemple, il n'a jamais dit, moi, voilà l'émir, comment... Non, il en a parlé comme quelqu'un qui était là, point à la ligne. Je veux dire, son personnage principal à qui il adressait le tutu dans notre dernier refuge, c'était un personnage humble, emporté par l'histoire, et puis qui est devenu l'histoire elle-même, je veux dire, avec voilà. Houria, oui, qui était la liberté. Hein. Oui, exactement. Oui, concernant un autre titre, en fait, l'émission, c'est aussi faire connaître à nos auditrices et auditeurs
les œuvres de Salah pour y aller à la rencontre de ses écrits, dont ô combien de marins, combien de capitaines, donc publié toujours chez La Pleine Lune en 2010. Dans Le Devoir, Suzanne Giguère témoigne que, rythmé par des complaintes berbères ou andalouses, lancinante et incantatoire, le roman de Salah Ben Labed tente d'exorciser le malaise de l'exil et du déracinement. Le plus difficile pour un écrivain qui utilise la première personne du singulier est de trouver la bonne distance pour transformer son récit en quelque chose d'universel. Donc voilà, donc ça c'est... Oui, je trouve que ça dit très bien. Elle fait le tour. C'est une grande lectrice. Et Salah aussi, c'était un grand lecteur. Il aimait, entre autres, Bouvier, qui a écrit en fait sur ses voyages à travers le monde, en Volkswagen et tout ça. Et puis qui était en contact avec différentes cultures. Et ça, il aimait beaucoup ce livre-là. Il m'en parlait souvent. Je ne sais pas si... Moi, il m'a conseillé beaucoup de livres. Hein. Je veux dire, il m'a conseillé beaucoup de livres. Et puis, chaque fois qu'il me donnait un livre, je le lisais. Je n'avais pas vraiment le temps, vu mon métier à l'époque. Mais quand c'était ça là qu'il me donnait, je savais que c'était un bon livre. Donc, je lisais, entre autres... m'avait donné un bouquin, je m'en souviendrai toujours, je l'ai lu une nuit et le lendemain matin, j'étais comme au boulot, là, j'étais pas très bien. C'était, je pense, Le Calife des abusés de Reznikov. Là. Il y avait une personne de Reznikov. Là. Oui, ben, je l'avais lu la nuit, j'ai commencé à lire et puis j'ai passé toute la nuit dessus. Je voulais juste faire un petit... Avant, peut-être, je sais pas trop là, si on est arrivé. Le Dernier Refuge, là, je l'ai revisité. Je l'ai relu, ça fait 2 jours. Donc, j'ai repris le Dernier Refuge, j'ai pris Ô combien de marins, combien de capitaines, je les ai eu dans les 3 derniers jours, là, juste pour... Et puis, je me suis rendu compte que ce livre-là, c'est vraiment une histoire que devrait connaître. Bien sûr, elle est universelle, elle est tout ce que vous voulez, mais en Algérie, je pense qu'on a un problème sérieux si on ne lit pas ce livre-là, si on ne lui donne pas une autre dimension. C'est-à-dire une dimension plus grande. Et je pense vraiment à quelque chose, j'en ai parlé tout à l'heure, à en faire un vrai film, je veux dire. Et pas les grands pamphlets, là. C'est-à-dire un vrai film avec un personnage tel qu'il le raconte. Donc s'il y a un scénariste qui est sérieux, qui devrait... Je pense que c'est quelque chose, c'est une œuvre importante pour l'Algérie, bien sûr pour l'universalité, mais pour l'Algérie, c'est une œuvre très importante. Et ce qui est terrible pour moi, c'est comment des écrits comme ça, s'il n'y avait pas vous, là, je veux dire, qui en parlerait? Je veux dire, c'est terrible. Et je suis très, très, très content de cette réunion, en espérant qu'elle ait une large audience à travers des gens. Et puis, j'appelle, là, lisez Le Dernier Refuge. Si vous ne lisez pas ça, là, lisez Le Dernier Refuge. Je veux dire, c'est vraiment notre histoire, quoi. Moi, je dirais que c'est vrai que si on regarde l'édition, le monde des livres, on parle beaucoup des livres qui sortent et puis le fond, c'est très difficile. Mais moi, je dis toujours, on ne connaît pas la vie des livres. Les livres ont une vie qui nous échappe. On ne sait pas dans quelle main un livre tombe et le livre est toujours là. C'est le contraire de l'éphémère. Alors, il y a les bibliothèques, il y a tout. Je pense que c'est peut-être que l'éditrice qui parle, parce que en fait, publier des livres, c'est se dire qu'il y a des marques qui restent dans notre culture, que c'est pas seulement l'éphémère. Oui. J'aimerais témoigner de quelque chose que j'ai découvert moi-même en préparant cette émission. Pour justement répertorier des écrits autour de Salah Ben Labed et surtout autour de ses écrits. J'étais agréablement surpris qu'ici au Canada, il est clair qu'il y a un intérêt à Montréal et à Toronto, déjà, 2 places importantes. Je vais revenir tout à l'heure concernant donc les travaux universitaires qui sont dédiés à cette littérature, mais plus largement à la littérature d'origine maghrébine, mais également en Algérie. Donc, j'ai retrouvé, bien sûr, Madame Benjeloul, qui est à l'université de Sétif, donc, qui est professeure et qui a publié donc 2 très grands articles dans des revues, l'une algérienne, l'autre marocaine.
À l'université de Sétif aussi un mémoire de master donc d'une étudiante algérienne qui a consacré donc un mémoire de master juste pour le dernier refuge. Oui, et puis il y a aussi une publication, Sarah Belferier, revue Ishkalet. Ishkalet en arabe veut dire problématique. C'est le titre de cette publication qui est au niveau de l'université de Tamrast. C'est la ville de Tamraset que Salah Belabed connaît très bien et il en parle aussi dans ses écrits. Ça se situe dans l'extrême sud algérien. Pour nos auditeurs, c'est à 2200 km d'Alger et on est à 500 km des frontières avec le Niger et le Mali. Donc c'est une publication qui date de 2020 et elle dit concernant le dernier refuge que cette implication subjective de la part du narrateur dans la genèse dénote la force du lien existant entre le passé et le présent dans ce roman. Ayant assisté enfant aux dernières exactions de l'armée française à l'encontre de son peuple, le narrateur ne peut que faire le parallèle avec la folie meurtrière fratricide survenue dans les années 90. Ce traumatisme de la violence armée vécu à 2 reprises par le narrateur explique bien ce besoin de rapprocher par l'écriture ou la réécriture de l'histoire, passé et présent, car les deux demeurent liés par la violence et la mort. C'est sûr que, comme tu disais Kamal, que c'est un ouvrage très dense, très chargé émotionnellement, qui... Salah, voilà, donc Sarah Belferier, donc il me semble qu'elle place au bon endroit la problématique que Salah a voulu traiter dans le dernier refuge. Très bien. Ouais. Mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est bien qu'il y ait des gens déjà, que ça vient de 2 personnes qui parlent de quelque chose d'important. Et puis, comme disait Marie-Madeleine, ça dépend chez qui le livre tombe pour en faire quelque chose. Mais pour moi, je vous dis honnêtement, il y a une urgence, je veux dire, parce que je connais mon pays. Je lis le journal tous les soirs. Hein. Je vous dis, je lis aussi bien la presse internationale que la presse algérienne tous les soirs depuis que je suis dans l'exil, comme on dit. Et je sais qu'il y a urgence pour parler de certaines choses qui sont importantes, qu'on est en train d'oublier à travers un ensemble de mantras qui sont devenus des mantras qui sont devenus néfastes. On n'est pas bien, on n'est pas... C'est-à-dire à force de répéter que tous les jours aux gens qu'on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Je veux dire, on finit par être pas bien. Il y a des choses qui sont importantes, qu'il faut, ces mémoires qu'il faut rassembler. Ces mémoires. Je ne veux pas de politique, hein, je parle de culture, vraiment de culture, je ne veux pas aller... Mais c'est important de mettre à l'avant des écrits qui parlent de nous, qui parlent de notre société, comment elle a été touchée. Parce que jusqu'à présent, on parle, oh, vous vous plaignez. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, oh, vous vous plaignez. On parle de beaucoup de choses. Il y a eu des génocides partout dans le monde, etc. Et puis, il y a eu quelque chose d'inimaginable en Algérie, et puis on l'a oublié. Très peu de gens connaissent aujourd'hui, quand vous parlez de Ben Mehdi, il y a très peu de jeunes qui connaissent Ben Mehdi, par exemple. Je trouve ça atroce, et je pense que des choses sont urgentes aujourd'hui à faire connaître, et puis je trouve ça merveilleux que vous ayez... Et si j'ai accepté de participer à ça aussi, c'est parce que j'en attends quelque chose, et je trouve que cette discussion est vraiment merveilleuse, et puis j'espère qu'elle est le prélude à quelque chose, à une prise de conscience de certaines personnes pour comprendre que nos écrivains, nos érudits soient écoutés et soient répertoriés, soient, comment on appelle ça, vous savez, vous donnez une idée, mais vous la laissez aux gens, et puis il faut que les gens l'apprennent, il faut qu'ils comprennent, etc., parce que ce n'est pas tout le monde qui va lire. Et je pense qu'un film serait vraiment le bienvenu dans cette histoire-là. Oui, effectivement, je pense que les écrits de Salah Belabed s'y prêtent à une écriture cinématographique, vu que lui, il explore des territoires. Il les décrit d'ailleurs merveilleusement. Ces descriptions des oasis du Sud, Marie-Madeleine, il vous a raconté des anecdotes et des histoires à ce sujet. Ah oui, comme à Tamaracet, je prononce mal, Non, c'est correct. Mais d'aller dans le café, les gens, comment les gens sont tranquilles, il y a toute cette espèce
de rythme du désert. Il était assez fasciné par le désert. Hein. C'était un espace où peut-être les gens prennent le temps de vivre avec l'oasis, le ruisseau qui coule, tous ces détails-là, les terrasses avec le linge qui sèche, c'est toutes des images, les oiseaux, les dates d'Algérie qui sont très spéciales, là. Oui, des petites dates. Voilà, c'est sa mémoire, les lieux, effectivement. Et c'est ce qui donne aussi comme une matière à ces livres, parce qu'il nous fait voyager aussi dans l'âme humaine et aussi dans les territoires, dans les différents territoires. Parfois même, il ajoute des descriptions d'architecture en parlant des arabisances du bâtiment de la Grande Poste à Alger, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais son côté architecte, bien sûr, il parle de l'architecture en clair. Parfois, quand on le voit décrire, on comprend que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais l'architecture qu'il fait dans ses bouquins, je veux dire, dans son écriture, est extraordinaire aussi. Et je veux dire, tu sais, que cet amalgame qu'il construit à partir de plein de choses, à partir d'une histoire qui a duré 130 ans, je veux dire, comment la manière de la relier, d'en faire un immeuble, j'allais dire un bâti complet, c'est incroyable. Je veux dire, tu sais, quand j'ai découvert ça la première fois, il faut faire rire un peu, la première fois que j'ai compris que Salah était un écrivain. Il nous avait invités à son livre, je pense que c'était le premier, c'était La valise grise. Puis il disait, bon, je vais faire mon premier bouquin. Moi, je rigolais. Mon copain Salah, il est écrivain. Puis je suis allé, puis j'étais content de trouver les gâteaux de sa femme, qu'avait fait sa femme et tout. C'était très bien. Et puis je suis sorti, j'ai pris un bouquin, et puis j'ai lu. La première fois que j'ai lu, puis je dis, oh, mais c'est vrai, Salah, c'est un écrivain. Hein. Je veux dire... c'est vrai que j'avais lu ses poésies et tout, mais je veux dire, j'avais vu que c'était sérieux. C'est la manière dont il écrivait, sa façon de broder les mots ensemble, c'était extraordinaire. Je veux dire, on est tous on est partis tous à la même école à une certaine époque. On a à peu près le même âge, donc on n'a pas eu de télévision, donc le livre était notre premier cinéma, quoi. On n'avait pas de cinéma, pas de télévision, pas de truc. Puis, et donc, on a appris à lire des livres. Mais là, que lui sache les écrire, et puis il les écrit si bien, c'était extraordinaire. Donc au-delà des gâteaux que j'avais pris, que j'avais mangés, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je me rendais compte que Salah était vraiment un écrivain. Je me rappelle de ce premier lancement. C'était d'ailleurs à la librairie Olivieri, où il y avait le café aussi. Et puis, effectivement, Laïla, elle avait préparé, c'est une excellente cuisinière. J'ai eu le plaisir de goûter plusieurs fois chez elle de ses plats. Et elle avait vraiment préparé, puis il y avait aussi le thé, évidemment, le thé avec la théière magnifique, sa théière qu'elle avait apportée, et tous les amis de Salah et d'autres amis de la Maison d'édition et tout ça, c'était vraiment comme le lancement de son premier livre, c'était vraiment un événement et que vraiment une découverte pour plusieurs, parce qu'il ne se vantait pas tellement. Il était assez secret, ce qui fait que nos rencontres le vendredi, c'était vraiment je me sens privilégiée de cette amitié aussi. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, vivant, c'était au Salon du Livre. Il était venu avec son ami Redouane. Et que Redouane l'accompagnait parce qu'il était un petit peu perdu, question d'orientation. Là, c'est pas évident non plus dans un salon du livre. Et quand je l'ai vu et quand il m'a vu, c'est comme il avait envie de revoir le livre. Pour lui, quand même, l'édition de ses livres, ça a été une grande satisfaction.
dont il était fier aussi, même il ne se vantait pas, mais il était fier. Et avec raison. C'est vrai que vous faites... J'aurais aimé que Redouane soit là, mais il est en Algérie. Ouais, J'aurais oui. aimé qu'il soit là et puis qu'il en parle. C'est un ami aussi. Je veux dire, c'est un vrai... un ami de Salah qui était vraiment important pour lui et tout. Et je pense que c'était... C'est ça qu'il a. Il a des choses à dire aussi, lui aussi, parce qu'on partage quelque chose de tous. Hein. On est tous des petits écrivaillants. Je ne sais pas à quel domaine, mais on fait tous, on fait tous notre part. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être pour laisser des choses, des traces, pour que l'exil ne soit pas juste un oubli. Et puis voilà, en tout cas. Très bien. De toute façon, le temps nous est compté. Avant cela, j'avais parlé qu'il y avait un intérêt d'universitaire donc ici en Algérie pour les écrits de Salah Belabed. Et j'aimerais signaler donc un gros travail qui est fait à l'université de York en Ontario par Yvette Benayoun Schmidt. Et en association avec Najib Redouane, je pense que c'est un autre Redouane, hein. Voilà, romancier et professeur à l'université Long Beach en Californie. Donc l'an dernier, en 2023, ces deux universitaires ont signé un volumineux ouvrage de 477 pages intitulé Algérianité littéraire au Canada, voix masculine, édité chez L'Harmattan à Paris. Il y a un autre volume, Algérianité littéraire au Canada, voix féminine. C'est un autre ouvrage dont je vais parler dans une prochaine émission. Mais celui-ci, il fait, donc c'est un projet colossal, je disais, d'analyse et critique littéraire des productions de 13 écrivains d'origine algérienne vivant au Québec, dont Salah Belabed, à qui d'ailleurs le volume lui est co-dédié, avec un autre écrivain malheureusement décédé également, Mazouz Ould Abdelrahman. En introduction, Yvette Benayoun Schmidt et Najib Redouane écrivent « Les écrivains maghrébins au même titre que d'autres écrivains francophones, parmi eux Ying Shen, Abla Farhoud, Danila Ferrière, Marco Micon et d'autres encore ont produit des textes qui contribuent aussi à la construction d'une nouvelle conscience de faits historiques concernant leur intégration dans le nouveau monde. » En d'autres mots, ils ont réussi à rendre la littérature francophone au Canada plus diversifiée par le biais de leurs expériences personnelles et aussi par les techniques narratives novatrices. J'ajoute qu'Yvette Benayoun Schmidt, professeure à l'Université de York, est responsable d'un séminaire offert aux étudiants doctorants en PhD in Francophone Studies sous le titre « Écrivain canado-maghrébin en exil ou l'écriture comme mémoire ». Selon Mme Benayoun Schmidt, ce séminaire vise à présenter quelques voix nouvelles issues du Maghreb qui ont déplacé leur territoire d'écriture avec eux dans un nouveau pays qu'ils cherchent à apprivoiser et dans des lieux propices d'expression littéraire francophone, notamment au Québec et en Ontario. Elle ajoute que la notion de l'exil est mise en contexte de diverses manières chez les écrivains de la diaspora maghrébine arabo-musulmane et judéo-séfarade vivant au Québec et en Ontario, l'idée étant de révéler de quelle manière ces écrivains canado-maghrébins projettent leur identité francophone et démantèlent les frontières, les lieux de mémoire, la typologie des imaginaires culturels, les savoirs lointains, les tissages entre passés et présents, ainsi que les figures structurantes de la culture ancestrale face à celle de la culture du pays adoptif. Donc, c'est dire qu'il y a un grand intérêt des Canadiens et des Québécois pour cette littérature émergente. Je rappelle que cette littérature dont on parle, d'origine algérienne particulièrement, mais aussi il y a des auteurs marocains, tunisiens et autres mauritaniens, j'imagine, et libyens, émergent à partir des années 90. Donc, d'ailleurs, Salah, il arrive à Montréal en 94. Il commence l'édition qu'à compter de 2005-2006. Disons, mettons 2004, 10 ans après son arrivée. Le temps de la stabilité, le temps de gagner son pain. Et j'allais dire, après, tu laisses ta pensée fonctionner, quoi. C'est clair, hein? Je dirais, d'abord, tu t'installes dans un nouveau pays, il faut vivre.
tant de choses à dire hein, que j'en parlerai peut-être encore de Notes d'une musique ancienne, de Félicia Miali dans Terra Nova, où ce livre, en parlant de Notes d'une musique ancienne, elle dit « Ce livre de Ben Labed est un des plus troublants écrits sur la détresse d'être personne dans un pays qui exalte justement les valeurs de l'individualité. Il excelle surtout dans les portraits des marginaux qui y vivent, des Polonais, des Roumains, des Africains. À travers son héros sans nom, Salah Ben Labed nous assure avec amertume que la démocratie et là elle le cite, la démocratie est versatile, elle n'est pas universelle. Alors c'est aussi sur tous les exclus, donc son grand humanisme, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, puis la richesse de sa langue et ses constructions très habiles aussi pour mener des récits. En fait, j'espère que ça donne le goût de le replonger dans ses œuvres et de le relire. Et moi, je garde toujours, quand je disais ça, quand on venait à l'émission, que j'ai toujours dans les salons du livre au moins deux titres de Salah que j'aime bien mettre de l'avant, toujours. Concernant la disponibilité donc, de ces titres, moi je me suis approvisionné via le site web de la librairie Renaud Bré. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne et voilà. Toutes les librairies aussi, les librairies indépendantes, j'aime bien si je peux ajouter ça, d'appuyer les librairies indépendantes qui font un travail extraordinaire, des rencontres aussi. Salah a été invité souvent comme ça, passer l'après-midi dans une librairie, rencontrer le public. Alors je trouve qu'il y a ça, il y a aussi les livres sont numérisés, on peut se les procurer aussi en format numérique, hip-hop et tout ça. Chez Renaud Bré, les librairies indépendantes et tout ça. Parfait. Je rappelle pour nos auditeurs et auditrices que les titres de Salah Ben Labed sont La valise grise, Notes d'une musique ancienne, Ô combien de marins, combien de capitaines, De quelques défauts qui font les humains, et finalement Le dernier refuge. Voilà. Kamal, quelque chose à nous ajouter? C'est parler de Salah, moi je peux en parler tout le temps. C'est un ami, je peux pas. Je dirais, ce que je me souviens, c'est-à-dire que, vous savez, quand vous perdez quelqu'un, à un moment, c'est le déchirement de perdre un ami, de perdre un parent, etc. etc. Mais au-delà de ça, quand les choses se passent, il ne reste que les bons souvenirs. C'est à ce moment-là qu'on fait son deuil des gens. Donc c'est quand on se rappelle de quelqu'un et qu'on se rappelle pas de lui malade ou pas bien ou décédé, quand on se rappelle uniquement, j'allais dire et là vraiment tu sais, on passait des heures et des heures, on est ensemble. Je veux dire, dès qu'on avait un petit moment, on se retrouvait à refaire le monde, à refaire. Et c'était merveilleux parce on déblatérait, on disait tout. Peut-être que ça lui permettait aussi de sonder des âmes différentes, mais c'était génial, quoi. Donc moi, de Salah, je n'ai que ça. Je veux dire, quand je parle d'un ami, c'est un ami. Je veux dire, et donc, je ne me souviens que des bons souvenirs que j'ai eu avec lui. Je me souviens, la dernière fois où on est parti, quand il commençait un peu à pas être bien, on est parti à l'Estrel, je dirais, dans un resort, là, et puis on l'a mangé dans un petit restaurant, et puis je l'ai emmené, et puis il était aux anges, c'est-à-dire c'était comme, ce que j'adorais, c'est son côté enfant, il l'a jamais perdu, ça là. Je veux dire, son côté enfant, c'était magnifique. Déjà, juste voir ça, c'est un ami, le voir heureux, c'était magnifique. Voilà, donc moi je garde que d'excellents souvenirs de ça, en dehors de l'écrivain que je trouve fantastique, et à chaque fois que je le lis, je me rends compte que
je ne dirais pas que je suis passé à côté de quelque chose, mais vous savez, quand vous lisez quelque chose et que vous êtes embarqué dans un métier qui est très prenant, hein, on lit un peu l'histoire, on ne lit pas le personnage, on ne lit pas les... Et là, quand vous révisez les choses et tout, et que vous allez en profondeur sur ces choses-là, je relis vraiment, et je veux dire, toute la puissance, j'allais dire, de cet écrivain-là, qui est un vrai écrivain accompli. J'ai lu, vous savez, je prenais, à chaque fois que j'avais des vacances, je prenais des bouquins de prix Nobel. Chaque fois. Disons, de Steinbach, c'est parti à l'autre américain là, qui a écrit L'homme et la mer, Le vieil homme et la mer. J'ai écrit, je ne me souviens pas des noms, Pearl Buck et compagnie. Mais il est de la même teneur. Je suis désolé, quand je lis un peu les bouquins de Salah, il est de la même teneur. Il n'a pas eu la même audience, il n'a pas eu la même, je veux dire, le même marketing derrière. Hein. Je veux dire, c'était lui qui se présentait, et puis Marie-Madeleine a été pour beaucoup de sa connaissance ici, mais je veux dire, il n'a pas eu le marketing nécessaire, notamment. C'était pas sa première activité pour autant. Voilà, c'est ça. C'était pas sa première activité, mais au niveau du pays, enfin, il n'y a pas quelqu'un qui ramasse des affaires. Et puis je vois avec bonheur qu'il y a eu quand même des gens qui ont fait ça, que ce soit à Sétif ou à Tamaracet. Oui, je dirais quand même aussi que c'est important qu'il y a 2 de ces titres qui sont parus aussi en Algérie, aux éditions APIC d'Alger. Donc, Note d'une musique ancienne et puis Le Dernier Refuge. Et Salah a donc participé à plusieurs salons du livre à Alger. Et il était très content de voir ses livres aussi diffusés et repris par un éditeur algérien. Très bien, très bien. Oui, effectivement, donc nos pensées donc vont vers Salah Belabed. Il restera vivant donc parmi nous grâce à ses œuvres et grâce à son lectorat aussi, notamment les jeunes donc qui vont découvrir un pan de l'histoire des pays d'origine de leurs parents. En parlant donc de jeunes, comment dirais-je, enfants de parents d'origine immigrante, qui ont pu donc faire l'exil et décider donc de vivre et de produire. Donc, et ça, donc, nous sommes devant un cas donc, de création littéraire quasi majeure, comme tu le dis, Kamal, qui malheureusement, donc, il n'y a pas eu le temps qu'il voulait pour achever son œuvre, mais c'est clair que les critiques à venir pourront donc nous le confirmer. J'ajoute une chose, c'est que en terre d'exil, les ressortissants de la diaspora, en parlant du cas algérien, mais ça peut être la diaspora d'origine africaine ou asiatique à Montréal, réussit donc à s'exprimer, donc à apporter une production. Et c'est un phénomène aussi qui est vécu depuis longue date en France. Il y a une chanson de Rayah, donc l'exilé, qui est chantée beaucoup plus par un Rachid Taha, qui est un musicien donc, français d'origine algérienne. Mais à l'origine, c'est écrit par Dahman al-Harashi, écrit en terre d'asile, en terre d'exil. Dahman al-Harashi, certes, c'est un authentique algérois des quartiers d'Al-Harrach à l'est d'Alger, mais cette œuvre de Rayah l'a écrite en France, en exil, et que par la suite, Rachid Taha va la reprendre et bien sûr l'augmenter par une musique beaucoup plus moderne, beaucoup plus amplifiée, et ça va être un tube international. Et alors, la question est posée, cette musique, est-ce que c'est une chanson algéro-algérienne ou plutôt c'est une chanson d'exil d'un ressortissant qui a vécu en France en terre d'exil? Donc, si je raconte ça, c'est pour faire le parallèle en quelque sorte que l'exil est aussi créateur de génie. Ce n'est pas uniquement souffrance et misère,
parfois, c'est aussi des conditions de création majeure. Et d'ailleurs, là-dessus, j'enchaîne avec la musique Ya Rayah, donc chanson originale de Dhamma Harashi. Merci à Marie-Madeleine d'être venue avec nous. Merci de l'invitation. Merci Kamal Louès, ça a été un plaisir de partager avec vous cette heure. C'est fait un plaisir. شحال ندموا العباد الغافلين قبلتك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا